Donc, cette keynote est consacrée à la nouvelle géographie du luxe. J'enfonce une porte ouverte en rappelant que l'émergence de nouveaux marchés crée un potentiel vivier de nouvelles marques de luxe. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le digital ne serait pas une solution pour ces grandes marques de luxe françaises ou ces marques émergentes en France pour résister ou en tout cas faire valoir leur savoir-faire et se faire connaître au regard de ces marques du Nouveau Monde qui ne manquent pas d'apparaître. Alors, on a pris plusieurs segments de marché. On a pris la beauté, la cosmétique haut de gamme pour les peaux mûres avec Elisabeth Wisłocka, qui a un intérêt double en dehors d'avoir créé sa marque en France et en respectant les codes du luxe à la française, c'est qu'elle est polonaise d'origine. Et donc, c'est intéressant de se poser la question de savoir ce que le digital apporte à son évolution et surtout pourquoi avoir créé en France, alors qu'elle est polonaise, une marque de cosmétiques haut de gamme. Et Caroline Krug, qui est née dans le luxe, qui a évolué dans le luxe et qui aujourd'hui a acheté les tanneries Pechbo. Donc elle est en B2B. L'intérêt aussi de se demander qu'est-ce que sera l'apport du digital dans l'évolution de son métier. Est-ce qu'elle l'appréhende aujourd'hui? Est-ce qu'elle l'envisage à terme? Et Marie-Laure Lurton, du domaine de Bordeaux, qui également interviendra sur le digital et les grands vins. Comment faire passer une émotion olfactive à travers Internet? Les neurosciences se sont beaucoup portées là-dessus. J'ai bien entendu ce que disaient les experts. À partir du moment où on a la connaissance du beau, la connaissance du goût, on peut révéler l'émotion à travers le digital, à travers l'écran. Et j'espère que nos représentants de marque ici vont en parler avec Spoutnik, à travers la présence également de Stéphane Sedbon, qui lui est au confluent de tous, puisqu'il réunit toutes ces marques du monde entier à travers un écran pour mettre à disposition des clients le regard à travers ces marques portées par des personnalités connues. Donc il est à la conjonction de ces différents métiers. Je vous transmets la parole et je vous demande de vous concentrer sur le digital, parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, avec beaucoup de réserves, on s'en éloigne régulièrement, alors que c'est quand même le temps de nos débats, mais je pense que c'est parce qu'on a tous une certaine réserve vis-à-vis de ça, et c'est intéressant de s'interroger. Merci Marie-Pierre. Écoutez, mon compagnon m'a fait faux bond. Il fait la sieste. Donc, à mon avis, il va réapparaître d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on ne va pas l'attendre, bien évidemment. Donc, on est parti. Donc, le thème, la nouvelle géographie du luxe. Donc, on sait, et vous le savez mieux que quiconque, qu'il n'y a plus que les BRIC et l'Asie aujourd'hui qui sont la conquête des marques de luxe. Il y a l'Inde, le Moyen-Orient et même l'Afrique. Des territoires en pleine mutation, des marques en pleine mutation avec le digital, et j'insiste sur le digital. Alors, faut-il s'en réjouir? Est-ce que une terre qui s'agrandit et des potentiels qui s'agrandissent avec, faut-il s'en réjouir ou au contraire faut-il s'en effrayer? Le luxe, finalement, à la française, si jalousé, est peut-être plus est peut-être en train de perdre sa suprême, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que son avantage que les marques ont acquis ces dernières années, finalement est en train de se réduire par le digital? Ou avec le digital, toutes ces questions, on va les aborder au fur et à mesure sur des terrains bien particuliers, comme l'a dit Marie-Pierre, les cosmétiques, la tannerie, alors que la tannerie, c'est un savoir-faire qui se perd. De plus en plus, il n'existe plus beaucoup de tanneries en France. Une trentaine, je crois, c'est ça? Une quarantaine, j'étais pas très loin. Vous, Stéphane, finalement, vous allez chercher le beau partout. Alors, merci le digital, non? Et ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que la France, elle, finalement, dans les produits que vous allez chercher, tout produit confondu, est-ce que chaque fois, la France, finalement, elle s'en sort bien ou de moins en moins bien? Ça, on va le voir avec vous. Ce qui permet de mesurer la concurrence. Vous êtes une terre d'exploration intéressante. Et puis, avec vous, Marie-Laure,
plusieurs générations de vignobles. Vous êtes le luxe dans sa définition la plus pure, qui est la terre. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. La beauté du geste, la beauté de la main. Est-ce que aujourd'hui elle est remise en question par des terres, par des continents comme l'Asie, l'Australie, qui aujourd'hui vont chercher des savoir-faire à la française? Et est-ce que finalement, le digital pour vous, finalement ne sert à rien parce que le luxe du produit, c'est vous êtes un produit qui se goûte, qui se sent, et face à un écran, est-ce que ces émotions se transmettent, ou comment vous arrivez vous à continuer à les transmettre, ou est-ce que c'est sur un déjà vécu, puisque tout à l'heure nous avons exploré le cerveau, est-ce que c'est le cerveau qui a la mémoire, et finalement on est sur un produit, pour ceux qui l'ont connu et qui le connaissent aujourd'hui, un produit connu, auquel cas le digital est un vecteur supplémentaire. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec notre ami qui s'est réveillé de la sieste. Dis bonjour. Oui, j'ai bien dormi, merci. Voilà. Bonjour. Et donc nous allons commencer avec vous, Marie-Laure. C'est ce que je vous disais en introduction. Vous êtes le luxe dans sa définition la plus pure, qui est la terre. Vous avez cette transmission du geste de génération en génération. Est-ce que cette transmission et ce savoir-faire est une arme suffisante pour faire face finalement à la compétition qui est rude, asiatique, australienne, etc., etc. Et en quoi le digital peut vous servir à garder cette position de leader finalement? Alors la question est vaste. Oui. Je vais commencer par le savoir-faire. C'est vrai qu'il a tendance à se perdre un peu, même chez nous, puisque nous avons un métier assez rare, c'est que nous partons de la terre et nous aboutissons à un produit fini, qui est la bouteille de vin. Donc il y a plusieurs étapes dans cette production, et notamment celle qui concerne la vigne. On a besoin de former nous-mêmes du personnel, parce que malheureusement les jeunes, ça les intéresse pas. Ils préfèrent être dans un bureau avec un magnifique écran, justement. Là, le digital est présent. Et donc, voilà, il faut résister un petit peu à cette banalisation un peu des métiers. Après, vous parlez de la concurrence extérieure. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Quelle est la place du digital? C'est pas forcément évident de la voir, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il y a énormément de vins qui sont produits par le monde, depuis, on va dire, les années 70, avec le nouveau monde, les nouveaux pays qui fabriquent de très bons vins, techniquement parfaits, différents. Donc c'est une nouvelle concurrence. Après, nous, je pense qu'il faut que nous battions sur notre origine, puisque, voilà, géographie, on est situé à un endroit précis de la Terre. Même si on est dans un pays qui est très petit, on a une réputation mondiale. Donc, en termes de goût, justement, il faut que quand on goûte un de nos vins, on sache d'où il vient. Voilà, il ne faut pas perdre son origine, je crois que c'est très important. Alors la place du digital, c'est très compliqué parce que moi j'ai une vision, on va dire, amour-haine d'Internet. Je trouve que c'est le meilleur véhicule puisque, bon, moi au niveau communication, c'est essentiellement Internet qui joue l'interface, nous permet de véhiculer des images, des valeurs. Mais en même temps, c'est tellement vaste et on a besoin de savoir à qui on s'adresse. Je pense que c'est important, c'est ce qui se relevait aussi des diverses interventions. Il ne faut pas y perdre son âme. Donc, moi, je fais simple, je fais les vins que j'aime et puis j'essaie ensuite de trouver des gens qui les aiment. C'est un métier particulier parce que je ne peux pas faire plusieurs produits. On fait 2 produits par propriété, un premier vin, un second vin, mais je ne peux pas changer la couleur. Voilà. Donc on est relativement cadré par notre propre métier.
Donc je pense qu'il faut utiliser le digital avec ses avantages. Donc on est présent effectivement sur Facebook, Twitter, on a un blog. Et puis par contre, voilà, il faut savoir ce qu'on veut y dire, comment on veut le dire. Et j'avoue que je suis un peu... j'essaie de maîtriser cette communication, c'est-à-dire que je donne le là et je vérifie ce qui est écrit. Pour moi, l'écriture est quand même plus importante que les images. Voilà, c'est... Question de béotien pur et dur. Je suis chinois, je suis riche, je suis milliardaire et je veux monter mon vignoble, je ne sais pas où en Chine d'ailleurs. Il me faut combien de temps pour sortir quelque chose de qualité? Parce qu'on voyait un reportage il n'y a pas très longtemps où ce fameux zoonologue, guide américain qui fait un peu la pluie et le beau temps aux États-Unis, j'ai oublié son nom provisoirement, mais disait ça y est, il y a un vin vraiment de classe mondiale en Chine. Il faut Robert un Parker, an, vous 2 voulez ans, dire, 10 ans, je suppose. 50 ans. À partir de quand on peut dire dans un pays, je démarre et demain je serai un très grand producteur de vin, mais de qualité? Est-ce qu'il y a un temps? Alors la qualité, d'abord, c'est quelque chose de très difficile à définir, Ouais. puisque ça s'adresse au goût, donc ça reste très personnel. Ouais. Donc on va dire des vins qui n'ont pas de défaut. Voilà, Mm. c'est peut-être ça, D'accord. Ouais. une forme d'interprétation. Je pense qu'en Chine, on peut aller très vite, parce que d'abord, ils peuvent planter, ils n'ont pas ce souci d'appellation, de droit de plantation, enfin c'est aussi un Ouais. avantage. Ouais. Et puis ils ont aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand, des salariés qui ne leur coûtent pas très cher. Ouais. Donc ils peuvent développer des surfaces importantes. Après, il faut quand même donner un petit peu de temps à la vigne pour produire des choses, Oui, on va la dire, nature. correctes. Voilà. Donc on peut dire qu'à partir de 3 ans, ils peuvent produire quelque chose de tout à fait honnête. Ouais. Alors ce matin, on parlait beaucoup de mythologie, d'histoire, de la façon dont on raconte aussi quelque chose. Parce qu'à un moment donné, s'ils sont capables de produire des choses de qualité, il va falloir se distinguer par autre chose, peut-être l'antériorité, l'histoire, l'ancrage. Alors, vous parliez dans le sol, mais l'ancrage du coup aussi dans l'histoire, qui sont assez intimement liés. C'est ça le digital, c'est autant un canal pour vous pour raconter des histoires et l'histoire de ce que vous faites, que un canal pour vendre purement et faire du e-commerce finalement. Tout à fait, mais en fait, on fait plus, oui, on raconte plus une histoire, et en particulier ce qui touche les Chinois, comme les Japonais, comme les Américains, c'est l'histoire de famille. Ouais. Et nous avons créé en 2009, avec mes cousins et mes frères et sœurs, un site internet. Nombreux. Voilà. 11. Ouais. En fait, on est... Il y a de quoi faire une belle entreprise familiale. J'ai 9 frères et sœurs. Ouais. Et j'ai beaucoup de cousins. En fait, on a créé donc cette association, on est 13, mais on pourrait être un petit peu plus nombreux. Parce qu'on s'est rendu compte justement que notre nom était connu, mais qu'on ne savait pas qui était le frère, la sœur, qui s'occupait de quel château. Donc voilà, on a fait quelque chose d'assez simple avec la généalogie, l'histoire. Et c'est vrai que la famille, c'est vraiment quelque chose qui importe. Ouais. C'est l'histoire quel aussi. que soit le pays. Voilà. C'est une histoire. Alors, Voilà, inversement. c'est une histoire, c'est aussi de l'émotion, puisque vous parliez d'émotion. D'émotion. Le fait d'être une famille et de continuer à travailler ensemble et de faire perdurer un patrimoine, je pense que ça parle à beaucoup d'autres pays. Et alors, inversement, comment les Chinois ou les Australiens racontent leur propre histoire, hein, puisque ce sont des terres neuves, ce sont des vins neufs. Ou alors, est-ce qu'ils communiquent plutôt sur un savoir-faire qui est assimilé au savoir-faire à la française? On est plus sur des notions de cépage et de marque, en fait, sur ces pays-là. C'est vraiment, d'ailleurs, en premier lieu, le cépage. Bon, il faut quand même dire que la plupart des cépages viennent de Bordeaux. Ouais. Et qu'il y a aussi certains Bordelais qui sont allés faire du vin dans tous ces pays du Nouveau Monde. Et leur grande force, c'est quand même le marketing. Ils sont beaucoup plus business que nous. D'abord, ils n'ont pas cette histoire. Donc, entre guillemets, ces carcans qui aussi nous servent à vendre nos vins, qui sont l'appellation, les cépages, toute la réglementation auxquelles nous devons obéir.
Et la plupart du temps, ils font quand même des grandes marques, c'est-à-dire c'est des volumes. Ouais. Nous, c'est des petites quantités, même si en Médoc, on arrive à faire plusieurs centaines de milliers de cols, ce qui peut paraître important pour certaines personnes. Eux, c'est des millions de bouteilles. Donc, on a plus une idée de marque qu'une histoire derrière. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être un atout, pour une fois, pour le libéral que je suis, d'avoir un peu de réglementation qui fasse qu'on sait comment on le fait chez nous et on ne sait pas comment on le fait chez les autres, et que finalement, ça soit plutôt un gage de qualité pour nous, pour une fois. Moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que cette réglementation qui peut paraître pesante, elle peut rassurer le consommateur, c'est-à-dire qu'il sait d'où viennent les raisins, il sait que ces raisins sont totalement transformés par nous-mêmes, donc il y a une traçabilité qui est totale. Et il y a quand même ce côté unique. Je pense que c'est là où il y a la notion de luxe. Le fait que quand on produit 20, 30 000, 40 000 bouteilles d'un millésime, il n'y en a pas plus. Voilà. Ce que certains ont du mal à comprendre. Quand on dit j'en ai plus, mais vous ne pouvez pas nous en faire un peu plus, bah non, on ne peut pas. Ouais, c'est pas possible. Alors, Caroline, vous aussi, vous êtes issue de l'univers du même luxe, le plus pur, mais vous n'êtes pas ici à ce titre, mais parce que vous avez repris une tannerie. Donc, comme je disais lors de l'introduction, il en existe peu. C'est un vrai défi, c'est un vrai pari. Comment le digital, est-ce que vous avez compté sur le digital? Et oui, on parle du digital. Est-ce que vous avez compté, est-ce que vous vous appuyez sur le digital? Un, pour vous faire connaître. Deux, pour travailler, j'imagine, avec vos clients. Mais comment le digital a été? Est-ce que c'est un moyen de Je ne sais pas si c'est moi la mieux placée pour parler du digital, étant B2B vraiment, mais c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que, effectivement, moi, après 20 ans de LVMH et développement de grandes marques, j'ai voulu entreprendre, donc j'ai repris une tannerie qui est à Millau, sachant que, oui, je suis née dans le luxe, mais voilà, c'est surtout le savoir-faire. Ce que disait Marie-Laure aussi et d'autres, c'est que sans savoir-faire, il n'y a pas de luxe. Si on parle de luxe français dans le monde entier, ou de luxe italien, ou de luxe de plein de pays, hein, parce que je me trouve assez chauvin depuis le début de cette journée. Le luxe existe depuis toujours, et existe dans plein de pays depuis toujours. Ça, personne ne l'apprendra ici. Il évolue simplement. Mais donc, moi, j'ai voulu entreprendre, et donc j'ai voulu, quand je me suis posée sur la question quoi reprendre, c'était évident que c'était un vrai beau savoir-faire français, parce qu'on trouve tout ça très romantique, et on se demande comment on va le mettre en image ou autre, mais le savoir-faire français est en train de mourir, sachez-le, et c'est pas nouveau. Et donc, effectivement, là où il y avait 450 tanneries il y a 30 ans, il n'y en a plus que 30 ou 40. Et que au quotidien, je le vois maintenant, ça fait que 1 an et demi, hein, donc je suis pas encore une vraie tanneuse, mais j'ai l'obsession du client que j'ai connu pendant toutes ces années, Vuitton et autres. Et je me demande comment lui parler justement à ce client. Alors chez nous, il est B2B, il n'est pas un consommateur final. Donc ça, c'est nouveau pour moi. Donc effectivement, le digital est dans ma tête. Bon voilà, j'ai fait un site incroyable que vous allez tous aller voir, mais qui est différent, qui parle sur un mode autre que ce que font les autres tanneurs, parce que je pense que c'est à nous aussi de bien définir ce qu'on veut être. Le digital, me semble-t-il, permet de poser des questions, de se poser les vraies questions, parce qu'une fois qu'on l'a écrit, qu'on a investi ou qu'on a passé du temps à prendre tel ou tel parti pris par une voie digitale, quelle qu'elle soit, c'est là. Pour la sortir, la changer, voire l'éliminer, c'est impossible. Donc je pense qu'il y a ce point-là qui est majeur, en tout cas pour nous, parce que moi je suis associée, on a envie d'emmener la tannerie vers le luxe et la mode, là où elle n'est pas forcément aujourd'hui, donc on crée une entreprise dans l'entreprise. Dans un monde B2B, dans un monde qui ne communique pas, parce que les tanneurs, ils ne communiquent pas du tout. Donc, on peut faire un petit peu mieux, ce n'est pas trop dur, je vais dire. Mais ça permet de se poser les bonnes questions. Et il faut, après, que la marque soit B2B, B2C, petite, grande, avec beaucoup de budget, en Chine, en France, je dirais qu'il faut faire les choses étape par étape. Et pour moi, le digital, c'est un moyen, c'est pas autre chose. Ça ne va pas remplacer ce que je suis, ce que je veux faire. C'est à moi de diriger ça comme un service que ça va apporter à la marque, avec les moyens que j'ai et la vision que je peux avoir. Caroline, expliquez-nous
on n'est peut-être pas tous très bons en tannerie. Où sont passées ces tanneries françaises? Qui est-ce qui nous les a piquées? Où est-ce qu'on les a laissées filer? Qui est la concurrence aujourd'hui? On est tous, juste pour comprendre le pense, marché. Ouais, dans beaucoup de métiers, on est évidemment mondial. Ouais. Là, c'est basé à Millau, ou ville de la Ganterie, etc. Où sont-ils passés? Ouais. Alors, Qui sont les concurrents qui se sont mis là-dessus? Ils sont évidemment, leurs clients ont décidé de réduire les coûts, donc, donc ils sont allés acheter à l'étranger, là où on s'est mis à faire comme partout. Élevé à l'étranger. Hein. Ouais. Oui, alors nous, on achète des pots sur poêle, donc on n'a pas d'élevage. Enfin, la plupart du temps, les tanneurs n'ont pas d'élevage. Leur travail commence avec la peau. Ouais. Mais les tanneries ont disparu petit à petit. Celles qui sont encore là, moi, quand j'ai racheté, je me suis dit, celles qui sont encore là, elles sont là pour les bonnes raisons. C'est qu'elles ont franchi les étapes. Mais bien sûr, elles sont parties en Chine, au Brésil, en Inde, en Turquie, au Maroc, etc. Elles ont toujours été là, d'ailleurs, mais c'est les clients qui ont décidé d'acheter en plus grand nombre là-bas. Dans ces pays à moindre coût. Comment vous pouvez continuer? Là aussi, même question, mais à vous distinguer, c'est quoi l'élément distinctif? Est-ce que là aussi, le savoir-faire, il y a une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs? D'accord. C'est pour ça qu'on parle de luxe malgré tout, mais non, je ne suis pas sûre que ce soit le digital. Non, mais c'est une obsession, elle tourne en boucle. Oui, mais je remarque bien, mais il faut qu'il y contribue. Il faut qu'il y contribue, bien sûr. Non, mais mais bon. Elle a 2 € à chaque fois qu'elle prononce digital. Non, mais c'est la création de valeur. Moi, avant de signer mon rachat, parce que je suis allée voir quelques acheteurs de grandes maisons que je pouvais connaître ou qui gentiment m'ont donné des conseils, ils m'ont rassuré sur le fait que les pots de très haute qualité, je parle du cuir, venaient uniquement de la France et de l'Italie. Ouais. Et que la Chine ou autre pays ferait plein de choses formidables, mais pas ça avant un paquet de temps, pas 3 ans, pas 3 ans. Parce que voilà, chacun son créneau. Donc il faut que ça se passe là-dedans pour nous, c'est clair. Et après, est-ce que le digital peut y contribuer? Bien sûr, parce que mon sujet, c'est la tannerie, mais personne ne sait comment le cuir est fait, en fait. Je me rends compte que moi, je pensais être nulle en arrivant, mais finalement, je me rends compte que assez vite, j'en ai su beaucoup plus que nos clients éventuels. Donc, il y a un rôle d'éducation. Faut pas confondre qui sont les experts, mais il y a quand même un rôle de donner envie, de leur donner des clés pour comprendre la différence de coût, de savoir-faire. Et ça, moi, donc ce site que j'ai fait, et puis je réfléchis à d'autres choses, bien sûr. Mon ambition, c'était d'ouvrir les portes de la tannerie, parce qu'elle est fermée, évidemment. Mais les gens viennent pas nous voir assez souvent. Donc c'est visuel, c'est des hommes, c'est des gestes, c'est des femmes. À Millau. D'accord. Voilà. Il y a juste les odeurs qu'on peut pas partager. Ça. Mais on en a parlé ce matin, mais c'est vrai que ça va venir. Je sens que ça va venir. Et il y a un enjeu écologique fort sur les tanneries? Bien sûr, oui, mais il est réglé. Enfin, il est réglé. En Europe, ça fait, 15 ans, je pense qu'on Oui, il est réglé même. On est très contrôlé, bien sûr. On a une station d'épuration, on a tout ce qu'il faut. Oui. En Europe, oui. Dans le reste du monde, il y a aussi... Il faudrait expliquer que ce qu'on nous donne à regarder sur les médias télé, entre autres, des scandales qui se passent au Bangladesh ou autre, au Pakistan. C'est un peu là où je voulais en venir. C'est pas égal cuir. Et ça, c'est un truc, je peux vous en parler pendant des heures parce que ça m'énerve. Il y a un rôle du coup de communication, que ça soit par digital, pas digital. Il faudrait expliquer les différences en fait, parce que nous, si on n'a pas une vraie valeur ajoutée, on meurt. Si on ne sait pas la vendre, cette valeur ajoutée, donc expliquer en quoi on est différent sans arrogance, c'est un fait. Ça correspond à un besoin, une envie ou pas, mais c'est ainsi. On meurt aussi. Oui. Dans tous les cas, on meurt. D'accord. Merci. Elisabeth, donc vous avez créé une marque de cosmétiques en France, alors que vous êtes d'origine polonaise, comme le précisait Marie-Pierre. Mais dans ce thème sur la nouvelle géographie du luxe, je crois que vous avez des choses à dire avec un... Je crois que vous avez un support, c'est ça? Oui, j'ai préparé. On va laisser passer avec un... Je pense que ça va C'est clair partir. que vous avez un truc sur les genoux, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, parce que je suis myope, je vois pas. D'accord. Alors, je me suis préparée un tout petit peu, donc, effectivement. Je crois que me vous suis dit, vouliez on va parler de élargir. géographie de luxe, je ne vais pas parler de ma marque exclusivement, mais je peux bien évidemment pendant 2 heures aussi. Peut-être on peut commencer par la présentation. Après, on peut toujours rebondir sur la marque avec mes expériences.
Next. Là, il est focalisé sur votre visage. Bon, la photo est bien prise. Elle est partie. Ah, j'entends un Une petite ronflement dans le sieste. fond. Je ne sais pas le Mais ça vient. nom, mais on s'est mis d'accord. Non. Je peux Voilà, vous chanter je crois quelque que c'est chose en parti. attendant, Je peux jouer. mais ça ne sera pas The Voice, hein, je vous promets. Alors, en polonais, uniquement après une bonne Je ne vodka. te torture pas. Voilà. C'est bon. Ok, on À peut vous. passer next. Alors, je me suis dit, quand vous êtes tous dans le luxe, vous adorez les images et les symboles, ça vous parle. Alors, je me suis dit, si, d'après toute la réflexion sur le sujet d'aujourd'hui, si je pourrais représenter ça avec une image, ce que représente le digital aujourd'hui pour les marques de luxe, c'est une iceberg. En fait, pour moi, c'est une représentation parfaite parce que on sait tous que dans le luxe, the name of the game, comme on dit, c'est le retail. Mais il représente parfaitement le top, non, vraiment le sommet d'un iceberg, de la montagne. Et comme on voit sur cette image, il est illuminé, c'est là où vont tous les regards, etc. Et ça nous attire. Mais c'est pas ça qui va tenir une marque de luxe aujourd'hui et en futur et pour les années en avenir. En fait, j'espère qu'on se rend compte de l'opportunité que digital nous donne en marque de luxe, notamment, not next. Pas encore. On reste sur la dent de sagesse. Moi, ça m'évoque une dent de Ah, sagesse. parce que j'ai Ouais. levé les mains, pardon, on a des signes. Ok. Vous bougez plus, hein. Je bouge plus. Vous clignez pas les yeux, rien du tout. Effectivement. Ouais. Alors, le digital, en fait, comme ça va faire tout le fondement, en fait, un fondement, c'est qui tienne cette structure même de visualisation qu'on a à travers le retail, parce que, vous savez, une marque de luxe, c'est storytelling. On aime raconter des histoires. On doit s'engager avec nos consommateurs aussi. Et tout ça, c'était pas tellement possible dans le retail. Oui, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit, oui, bien évidemment, oui, on peut tout faire. Mais si on se rend compte de ce qu'on peut faire vraiment à travers de digital, à travers de engagement, à travers de jeux, à travers de vidéos, à travers de innombrables films, et les histoires, c'est là où les nouvelles marques qui sont nées dans le nouveau territoire, ils peuvent faire des vins corrects, comme on dit, mais si on gratte un peu plus en profondeur, tout le monde aujourd'hui sur Internet, les Chinois n'achètent pas une marque parce que waouh, elle est jolie sur le point de vente. Ils vont d'abord rechercher partout sur Internet combien de blogs ils ont parlé, qu'est-ce qu'il y a sur la marque. Ils vont chercher cette profondeur, et c'est cette profondeur qui fait une marque de luxe. Et là, on peut se vraiment éclater. Et l'espace est vaste, comme le Blue Ocean. Next. Bon, alors ça, c'est une photo, juste pour comparer maintenant, c'est le retail qui représente le top of the iceberg. Et j'étais en Chine il y a quelques mois, à Shanghai, parce qu'on a signé le contrat, youpi, on est très contents. On a fait moitié de nos chiffres d'affaires en Chine. Fantastique. Bon, je vais à Shanghai et je me promène dans toutes les malls et je voulais voir absolument tout parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, je fais un MBA spécialisé dans la gestion des marques de luxe. Et bien évidemment, il y a 10 ans en Chine, c'était le grand sujet. Alors, je me suis dit, maintenant, je vais voir avec mes yeux. Je me promène partout. Et malheureusement, je voulais voir des millions de Chinois qui achètent partout, noir partout, mais non, c'était vide. Alors là, je me suis dit, OK, mais ils sont où? Alors je vais chez ma distributeur et dis, mais où sont les milliers de Chinois? Mais qui nous achète? Mais c'est vide vos malls. Mais c'est quoi cette histoire? Ils étaient partis en vacances en France. Ils Voilà. disent, Elisabeth, il faut qu'on te dise quelque chose. Je ne sais pas si tu sais, mais en Chine, envoyer un objet à l'autre bout de Chine, ça coûte 50 centimes. Alors oui, retail, fine, mais ça va servir plutôt pour aller de temps en temps, regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau, toucher, voir si on est bien sûr la mailing list pour recevoir les newsletters et les bons de réduction. Mais c'est pas là où on achète. On est bien d'accord, on achète online. Ah bon? Alors, j'ai compris pourquoi alors tous ceux qui ont ouvert 200 magasins, ils ont fermé la moitié entre-temps. Et effectivement, c'est ça, les magasins sont vides et tout se passe en retail, en digital en fait, online. Alors, je me suis inventé une petite phrase qui va next. Choquer un peu, c'est bien évidemment pas ça, mais
je pense que digital, c'est le new retail, et le retail, c'est le new PR. Bien évidemment, ça va être un tout petit peu mélangé entre les deux. C'est pas comme ça. J'essaie de vous provoquer un peu, mais je pense que c'est plutôt ça. En fait, on va acheter online. Spoutnik est content. pas encore. Et retail va devenir, bon, PR, bien évidemment, il va toujours devenir un endroit où on achète, mais aussi c'est là où on va essayer de entretenir, amuser, ça va être lieu de culte, lieu de partage, etc., mais pas tellement le lieu de vente. Et je pense que c'est plutôt, il faut se concentrer sur la qualité next ou la quantité des points de vente. Alors effectivement, les grandes marques, ils ont compris. Il y a des grands qui embauchent les architectes le meilleur du monde pour faire vraiment les cathédrales, les temples du luxe avec tous ces codes de followers, de culte, des icônes, etc. qu'on veut y être. Et c'est ça. Et je pense que ça va continuer toujours. Et on devrait se concentrer effectivement sur cette consommation hédonistique. Ça va être le muséum, comme on dit. Mais pas oublier que peut-être les gens qui viennent vont plutôt se promener, vont s'inspirer, vont désirer encore plus. Mais peut-être finalement, l'achat va se faire à la maison, sur le canapé. Maintenant, en parlant de territoire, parce qu'on parle quand même de géographie, je me suis posé la question, est-ce que maintenant, à travers cette digitale, est-ce qu'on peut toucher du coup tout le monde? Parce que c'est formidable, on met nos produits sur 2-3 sites et ça y est, on a conquis le monde. Est-ce que c'est ça? C'est pas vraiment ça, parce que le consommateur n'est pas mondial. Le consommateur est local et il faut toucher les sensibilités locales. Alors, il y a des pays où vont vouloir être un peu plus comme nous, par exemple l'Asie. Ça leur vient un peu plus facilement de rassembler un occidental, mais vous le dites à une indienne, elle est tellement fière de rassembler comme elle rassemble, elle va faire absolument rien pour porter les marques occidentales. Alors c'est là où il faut être vraiment, comme on dit toujours, locally orienté localement. Parce que chaque territoire s'ouvre à d'autres valeurs, à d'autres sensibilités. Et c'est ça que les marques de luxe qui vont comprendre ça vont pouvoir devenir des marques mondiales. Et vice-versa. Bien évidemment, les grandes marques qui ont le moyen, qui peuvent tout faire pour comprendre le consommateur dans chaque petit coin du monde, elles ont le moyen pour le faire. Mais les autres qui viennent, encore une fois, n'ayons pas peur parce qu'ils ne nous comprennent pas tout de suite. La concurrence est pourtant mondiale parce que grâce à digital encore, chacun, s'il a envie, peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Les vins en Asie, les vins en Chili, partout. On est en Afrique, on s'est dit, j'ai envie de créer une super marque de sacs avec un savoir-faire français. Je vais me former à l'école en France. Toutes les technologies, je vais les googler. C'est facile, on peut tout faire. On n'a pas besoin d'être... Avant, on a profité, la France a profité de cette hégémonie parce que c'était local, pas tout le monde avait l'accès. Déjà, il faut parler français, c'est pas évident, comme vous voyez. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est malheureusement next. La fin de l'hégémonie. Next. Yeah. La fin de l'hégémonie, voilà. Alors, même moi, les gens me... Pas encore, non. Pardon, les gens me posent la question, pourquoi la France et comment tu as fait? Effectivement, je suis venue pour faire le MBA, mais après, comme tout le monde voulait m'envoyer tout de suite à Moscou, je me suis dit, non, je vais quand même rester en France. Et comment faire maintenant pour créer une marque cosmétique? Je connaissais personne, je ne parlais pas français. Bon, je googlais. Vous faites Google, laboratoire cosmétique. Et finalement, aujourd'hui, je connais absolument tout le monde. J'ai un réseau de dingue. OK. Mais j'ai commencé en digital. C'était facile. OK, physiquement, j'étais ici. Mais la première année, je pense que je fais tout sur mon ordinateur. Et... Maintenant, 2 mots pour parler effectivement de digital, qu'est-ce qu'il représente aussi dans la distribution mondiale et des différentes sensibilités. Alors, par exemple, India. Il y a un site indien qui s'appelle Snapdeal. C'est un peu comme Amazon ou eBay
indiens. Ils font, attendez, ils font 2 milliards. Ah oui, Snapdeal fait 2 milliards juste sur la mode de luxe, ok? Pour se rendre compte, voilà, l'Inde représente 14 milliards de dollars en produits et services de luxe, sans compter l'hôtellerie, avec une croissance de 30% par an. Voilà, une super opportunité pour tout le monde. Mais, alors, Snapdeal, ce qu'il fait, cette année, ils achètent un site qui s'appelle exclusively.com, qui vend la mode haut de gamme de créateurs. Mais malheureusement, j'ai regardé le site, il y a 90% de créateurs, c'est des créateurs locaux. Et même quand on clique sur Western Fashion, il y a des choses moyennement western. Moi, je porterai pas ça. Mais bon, alors, pour voir encore, est-ce que c'est une opportunité pour les marques françaises de mode pour être sur exclusively.com, qui a une petite ambition de faire 1 milliard d'euros cette année sur la mode. Ça serait formidable, sachant que 70% des consommateurs souhaitent acheter le luxe en Inde et pas à l'étranger. Alors ça, c'est assez intéressant. Mais effectivement, comme j'ai parlé avant, il faut next, pardon. Ah oui, double next. il faut toucher les sensibilités indiennes. Alors c'est une fabuleuse opportunité. Et encore une autre juste commentaire sur le digital, parce que si quelqu'un de vous en essayait de exporter en Inde, on s'arrête tous très vite parce qu'on voit qu'on va jamais comprendre. C'est tellement fragmenté, tellement indominable, incompréhensible qu'on arrête tout de suite. Mais là, effectivement, la seule voie où on pourrait contrôler l'image de notre marque, parce que c'est ça le problème aussi, qu'ils ont de savoir-faire, tout est magnifique, mais ils n'ont pas de notion de branding. Alors, il y a savoir-faire et vous avez 3 boutiques de même designer et chaque boutique a un nom de vitrine, autre nom, autre décoration, etc. Alors, le digital, c'est le seul endroit où vous pourriez finalement contrôler l'image de votre marque. Et là, je parle de l'Inde, l'opportunité est d'1 milliard de dollars dépensés en 1 an sur la mode. Alors ça, c'est formidable. Alors, je pense encore une fois, c'est tout grâce à digital. Next. Parlons maintenant de digital en Chine. Quand je vous ai déjà dit 2-3 mots, encore une fois, même les grandes marques qu'on connaît, comme Chanel, qui c'était toujours hyper exclusif, le contrôle de distribution inouï, même là, ils sont sur Tmall. Pour ceux qui ne savent pas, Tmall, c'est un peu comme eBay en Europe. Et voilà, inévitable. Exactement. Next. J'ai regardé un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en Afrique. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, j'ai recherché très, très vite. Mais je trouvais effectivement, il y a de sites, à la fois de malls et de sites web, qui vendent la mode, mais plutôt la mode des designers africains, avec une petite ouverture vers la mode occidentale, parce qu'ils disent c'est la première fois que ça arrive. Attention, c'est toujours j'ai mis ça, il y a un titre parce qu'il y avait 2 mecs qui ont créé ce site, s'appelle Temple Muse, c'est à Nigeria, à Lagos. C'est ancienne Selfridges avec son copain de Publicis de Londres. Il revient à Nigeria et ils se disent écoute, maintenant ok, on a de hyper la classe riche qui prend l'avion chaque 15 jours pour acheter dans les boutiques de luxe à Paris, par exemple. Mais pour la première fois, ils se disent non, on est un peu fiers. Et avec aussi le Internet qui nous donne le pouvoir à nous-mêmes, on va exprimer notre ego. Ils disent on va exprimer l'ego quand même de notre designer aussi. Il y a un nouveau fashion festival de la mode qui s'est créé à Nigeria. Avec des créateurs strictement locaux. Alors ça c'est effectivement aussi intéressant. Alors nous on s'est dit oui c'est un nouvel territoire, on va exporter, c'est formidable, c'est riche. Oui, mais est-ce qu'on va toucher la sensibilité de ces consommateurs? En touchant des sensibilités consommateurs aussi, bon je vais faire très vite. Oui, bon, il faut voilà.
Parce que Oui, il y a la joaillerie. Aujourd'hui, c'est Stéphane. la plus grande marque de luxe online en Chine. C'est une maison qui s'appelle Chow Tai Fook. Ok. Très joli nom. Oui. Vous connaissez. Vous c'est connaissez encore les Hermès ouais. Made in China. Ça, c'est une marque de sac haut de gamme, luxe, faite en Saudi Arabia par une femme. Elle exporte. Voilà. Ça, c'est une marque polonaise. Ah oui. Pardon. OK, next. Hermès China. Et ça, c'est Saudi Arabia. OK. Et ils sont partout, à Harrods, etc. Made in Saudi Arabia. OK, next. Pardon. Ça, c'est une marque polonaise, de marque un peu comme Make Up Forever ou MAC ou les choses comme ça. Ils sont quand même dans 68 pays et pas seulement dans l'Europe de l'Est. Ils sont en Afrique, de toutes les Amériques, Australie, etc. Bien évidemment en Europe de l'Est. Et savoir-faire polonais. Mais aussi, ils exportent. Et les boutiques sont vides aussi. Les boutiques sont vides aussi. Ils vont online. C'était avant la fermeture. Alors pour conclure, Oui, voilà. Et ça va faire une bonne transition pour exactement. Je pense que c'est là où les marques de luxe françaises ont pouvoir vraiment toucher. C'est pas tellement effectivement par cet objet qui peut être exportable, mais par la possibilité d'engagement, de la profondeur, qui n'est pas faisable en 1 an ou 2. On peut avoir un bon concept et savoir faire à le faire, mais ce qui touche dans le luxe, c'est la profondeur. Et c'est là où on peut tout exprimer encore une fois beaucoup mieux sur Internet, comme l'engagement par le jeu, la gamification pour toucher la génération Y, par la réalité augmentée dans les boutiques ou sur Internet, storytelling de ADN de marque, l'enchanter l'esprit, réveiller la curiosité et l'intelligence, transcéder vers l'art, c'est ça les valeurs de luxe, et transporter vers l'enchantement poétique. Alors, voilà, c'est ça. Pour moi, la nouvelle géographie de luxe est digitale et digital va devenir le nouveau média. Alors, merci. Donc on va passer à Stéphane, quand même. Ce que j'introduisais tout à l'heure. Merci. Super. Stéphane, ce que je disais lors de l'introduction, vous finalement vous allez piocher à gauche, à droite pour trouver les objets de luxe, quelle que soit la gamme. Ça peut être, vous m'aviez montré le luxe d'une marque de bière, quoi. L'autre, c'était pas de la bière, si, vous vendiez de la bière, non, je pense. Vous avez bu une bière ensemble ce midi? Ça, on le racontera plus tard. Non, si, sur le site, vous me parliez d'une bière. Oui, on vend des bières aussi, du whisky, des choses comme ça. Voilà, mais vous allez chercher effectivement dans toutes les gammes le nec plus extra. Alors la première question, c'est de dire finalement le digital, c'est acquis pour vous, hein, ça vous permet d'aller chercher partout, de vendre. Et écoutez, poursuivez parce que je pense que vous avez plus de choses à dire que moi. Mais non, simplement, c'est vrai que c'est une petite révolution, on peut le dire. Ça a permis, je dirais, comme toutes les révolutions, finalement, les moins bons sont en danger. Et on voit bien avec Uber, par exemple, ou Airbnb les conséquences. Mais c'est aussi une opportunité pour les meilleurs. Et donc nous, effectivement, avec Spoutnik, on va chercher les plus beaux objets du monde. Et on demande donc à des influenceurs d'aller faire des sélections pour nous. Donc d'aller à Brooklyn, d'aller à Tokyo, chercher à Tokyo, par exemple, des super whisky, d'aller chercher un vélo à Los Angeles ou un sweatshirt à Brooklyn. Donc voilà, c'est l'objectif de Spoutnik. Et donc, c'est vrai que c'est une mise en concurrence. On va chercher un peu tout ce qui existe, mais toujours dans la qualité, dans le plaisir, parce qu'on est sûr, nous, qu'il y a des super talents dans le monde, des petits créateurs, des marques émergentes qui sont sous-exposés. Et là, on retrouve la définition un peu du luxe qui a été abordée plusieurs fois, qui est la rareté. L'objet sublime qui finalement est méconnu de la plupart de la masse, mais qui est connu des gens qui sont, comme on dit, à la pointe et qui sont, eux, à l'écoute de tout ce qui existe. Et en fait... Je t'en prie, vas-y. Et en fait, non, c'est vrai qu'on est dans un monde qui a changé, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui devient média. Le digital, c'est ça pour moi, c'est que tout le monde devient média. Ici, vous êtes tous des médias.
Nous, là, vous avez 4 médias, mais je dirais 8 parce qu'on a aussi tous une page Facebook et Twitter, etc. Donc, même à titre personnel, on devient média. Et tout ça, ça crée un bruit qui est assourdissant. C'est pour ça que les moins bons en meurent, quelque part, parce qu'il y a trop de bruit et on les écoute plus. On n'est plus dans une époque où il y a 3 chaînes de télévision et une marque de céréales. On a du choix. Et donc, comme on a du choix, effectivement, on devient de plus en plus exigeant et ça devient très dur pour les moins bons. Donc aujourd'hui, Internet, pour nous, c'est une façon aussi pour les meilleurs de pouvoir s'exprimer. Et on voit bien qu'il y a des idées virales qui émergent, des beaux objets. Alors, ça touche le luxe, mais ça touche aussi plein d'autres domaines créatifs, par exemple. On voit des artistes émerger, des gens qui deviennent célèbres à tort ou à raison. Mais pour nous, c'est aussi une opportunité. C'est vrai que avant Spoutnik, on s'était dit, nous, que l'information circule bien depuis Internet, mais les objets moins, en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal, nous, à comprendre ce qui se passe. Enfin, avant Spoutnik, on pensait que on ne sait pas trop ce qui se passe, même en Italie ou à Londres. On apprend les modes souvent plus tard. Et alors qu'en fait... voilà, grâce à Spoutnik, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des influenceurs de nous éclairer, en fait, parce qu'eux sont en avance. Alors, quand je dis des influenceurs, pour nous, c'est le monde de la presse qui, effectivement, surveille tout ce qui se fait. Mais aussi, là, on est en train de travailler beaucoup avec des musées comme le Palais de Tokyo, des hôtels qui ont une âme comme le Royal Monceau, et donc il y a des talents à l'intérieur. Il y a le voiturier, le barman, le cuisinier, le chef, qui fait des sélections de produits précieux. Et rare, et voilà, qu'on retrouve sur une plateforme. Et donc voilà, c'est donner la parole aux médias qui sont les nouveaux médias. Le digital, c'est ça, c'est donner la parole aux meilleurs médias pour nous. Alors, comment tu fais la transition avec ce que disait Elisabeth sur finalement vous êtes global, mais quelque part vous allez vous adapter au goût local. Ça veut dire que quelque part, est-ce qu'il y a une notion du beau? Alors, la notion du beau, on l'a tous dit, on le sait tous, c'est extrêmement subjectif, mais est-ce qu'il y a un beau universel? C'est-à-dire, de toute façon, mon sac Hermès, de tel truc, il faut absolument que je l'ai, que je sois chinois, indien, truc. De toute façon, il faut que je l'achète, donc tout le monde achète le même, et à la limite, on n'aura presque pas besoin de communiquer, j'exagère à peine. Mais où est-ce que là, toi aussi, tu vas aller chercher des influenceurs locaux qui vont mettre en avant des produits plus locaux, plus régionaux, pour une clientèle régionale? Ou tu fais les deux? Des produits qui sont vraiment globaux et qui vont être par des influenceurs, justement, qui ont une influence forte, etc. Et deuxième question derrière, c'est beau, ça veut dire pour toi que c'est aussi très qualitatif et que tu t'attaches beaucoup à ça, ou c'est beau parce qu'il y a un influenceur qui définit que c'est beau, mais sans qu'il y ait la qualité qui soit derrière, ou les deux sont indissociables pour toi? Alors, pour nous, en fait, les communautés sont mondiales quand même. C'est-à-dire que vous allez retrouver des gens qui sont hipsters ou qui sont plus classiques dans tous les pays du monde, en fait. C'est des communautés. La définition du beau, elle est plurielle, c'est sûr. Mais on peut retrouver des affinités pour un style donné dans tous les pays. Et là, on retrouve des gens qui se retrouvent dans des endroits. À Coachella, par exemple, quand il y a le festival de musique. Voilà, c'est une affinité. Ils se retrouvent tous à Los Angeles. Mais c'est des gens du monde. Et donc, du coup, nous, on réfléchit comme ça. D'ailleurs, on voit bien, même dans le luxe, que je crois que les groupes de luxe considèrent maintenant que les clientèles sont mondiales parce que leurs clients voyagent. Donc, du coup, il doit avoir une approche mondiale du sujet. C'est d'ailleurs pour ça que Chanel aussi peut-être a uniformisé ses prix dans le monde. Voilà, parce qu'ils savent très bien que leur clientèle voyage et voilà. Donc nous, on a cette approche qui fonctionne comme ça. Et elle est plus orientée B2C, ou je veux dire, demain, Caroline dit moi, je veux passer des messages sur la qualité de mes pots, ou je veux passer des messages sur la qualité de mon vin. Et finalement, via ces influenceurs que toi, tu mets en avant sur le site, on va pousser finalement ces clients B2B à venir acheter chez elle, parce que simplement, les gens ont dit ces critères de qualité, ce respect de l'environnement, ce respect des normes, l'histoire, etc., je le passe à travers mon site et c'est eux que je veux. Donc vous, monsieur Vuitton, monsieur Hermès, etc., je veux que vous alliez acheter les pots de Caroline. Alors, en fait, c'est vrai que nous, ce qu'on... Je suis en train de vous pousser à conclure un contrat. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche à créer, c'est des affinités entre des marques et des influenceurs. C'est-à-dire que des influenceurs vont choisir de mettre en avant une marque parce qu'ils ont un vrai coup de cœur, parce que c'est ce qu'ils aiment, parce que c'est ce qu'ils utilisent tous les jours. Donc, par exemple, c'est ce qu'on fait avec Alexandre Vautier, qui est un créateur de mode. Il nous a fait une sélection extraordinaire avec son cœur, sa passion. Et effectivement, il avait une vue très, très, très précise de ce qu'il cherchait à faire.
Nous, ce qu'on cherche après, voilà, on va assimiler à cette communauté de Alexandre Vauthier des acheteurs potentiels qui sont intéressés pour découvrir des produits. Marie-Laure, comment vous vivez un service comme ça pour vous? Vous le sentez comme ça, comment a priori? Vous connaissiez avant, non? Non. Bon, voilà. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est cette idée de dénicher des produits un peu rares de par le monde, c'est une très belle idée parce que ça véhicule, ça permet de faire, comment dirais-je, de mettre en avant des savoir-faire, des particularités, et ça ouvre un monde assez étonnant et divers à tout le monde. C'est très bien. Caroline, en fait, votre réaction par rapport à un service comme ça vous parle ou vous êtes trop loin parce que B2B, vous ne voyez pas comment non, ils ont déjà reboucler passé la un boucle? contrat. Ah, vous avez déjà signé? Pardon, d'accord. Ils ont déjà signé un contrat. Mais oui, ça y est, c'est fait, Très bien. évidemment. Ou 10%? Non, moi l'interrogation que j'ai, c'est ces influenceurs, est-ce que ce ne sont pas des influenceurs de mode plus que de luxe? Moi, c'est ma grande interrogation. Ouais. C'était pour moi? Ouais. Pardon. En fait, Caroline. Et ça sera le mot de la fin. Nous, les influenceurs, c'est tous les gens qui sont susceptibles de connaître leur beau. Parce qu'effectivement, par rapport à ta question, le beau est toujours quelque chose de subjectif. Ce qu'on veut, c'est que certaines personnes, certaines tribus, certaines communautés vont se reconnaître chez un influenceur donné. Donc on cherche à avoir des influenceurs multiples. Comme on dit, nous, effectivement, des gens comme les Inrock, ils ont un style particulier du beau, qui est très différent de celui du Palais de Tokyo ou de l'Officiel, qui est aussi un magazine différent. Donc voilà, c'est de montrer qu'on va se reconnaître dans une communauté, mais on respecte tous nos influenceurs, évidemment, parce qu'ils ont tous leur originalité, leur caractère. Ils sont tous singuliers. Ils ont tous une âme. Ok. Bah, écoutez, on va vous remercier. Moi, j'aurais eu encore plein de questions. 200 questions à peu près, oui. Elisabeth, Caroline, voilà. Marie-Laure, Stéphane, merci mille fois et on vous applaudit. Merci. Marie-Pierre.